Salut à tous. Je suis comme ça présentement dans ma chambre à l'hôtel pour un séminaire qui aura lieu d'ici demain. Et j'ai préféré faire cette vidéo toujours pour répondre à plusieurs questions que les internautes ont posées juste dans ma chaîne YouTube. Et cette question que l'internaute a posée, nous avons pris aléatoirement cette question. Dans cette question, l'internaute nous demandait de savoir quels sont les différents principes de l'économie. Parce que par rapport à la vidéo que j'ai postée la fois dernière, où je présentais les différents livres qu'on doit lire pour devenir un grand économiste, l'internaute maintenant, en faisant feedback à cette vidéo que j'ai postée, me demandait donc à savoir Sylvain, quels sont donc les différents principes de l'économie? Parce qu'on dit toujours que dans n'importe quel jeu qu'on veut jouer, on doit savoir les règles. Donc pour lui, cette question voulait un peu connaître quels sont les différents grands principes que, en effet, l'économiste doit connaître d'avance ou alors doit connaître dans sa recherche. Alors, j'ai voulu donc faire cette vidéo pour répondre vraiment à cet internaute de telle sorte qu'il puisse, là où il est présentement, me recevoir et avoir des solutions ou alors des éléments de réponse à sa question. Alors, si vous avez suivi, pour tous ceux même qui n'ont pas peut-être suivi cette vidéo ou qui me suivent maintenant, rentrez juste sur la vidéo dans ma chaîne et vous cherchez juste la vidéo où j'ai dit les grands livres que doit lire n'importe qui pour devenir grand économiste. On peut avoir ces livres et on les lit très bien, mais il est encore mieux et préférable de connaître que lorsqu'on a ces livres, il y a les différents principes, il y a les différents canevas, il y a les différentes approches que les économistes doivent déjà savoir d'avance, ou alors les futurs économistes doivent connaître d'avance pour pouvoir essayer de continuer le train de leurs recherches. Bon, mais si vous avez vu cette vidéo, je vais vous faire comprendre que dans la plupart du temps, les économistes ont des différents problèmes, ou alors il y a plusieurs questionnements que les uns et les autres se posent au jour le jour. Alors, j'ai voulu recenser comme ça aléatoirement quelques grandes questions parce que là, comme vous voyez, je suis toujours comme ça dans ma chambre. Donc, j'ai fait cette vidéo immédiatement pour pouvoir répondre à cet internaute pour qu'il puisse davantage mieux connaître où on y va et quel est l'objectif de nos vidéos dans cette chaîne. C'est de vous instruire, c'est de vous donner davantage d'éléments de connaissances et de réponses aux différentes questions que vous posez au jour le jour. C'est pour ça que je suis là. Demain, il y aura un séminaire de formation sur l'économie et je vais participer à cette conférence-là. Donc, en attendant, d'abord, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir essayer de satisfaire cet internaute et tous ceux-là qui me suivent de prime abord. Donc, les économistes, généralement, se posent tant de questions. Et lorsqu'ils se posent tant de questions, il faut donc savoir que dans les différentes questions que se posent les économistes, on peut noter que les questions qui reviennent de temps en temps, on se dit toujours que comment les individus prennent leurs décisions. Par exemple, sur un marché de biens et services, quand vous êtes sur un marché d'achat, prenons un exemple. Vous achetez par exemple une paire de chaussures ou peut-être un chocolat noir. Ou peut-être vous laissez par exemple plusieurs autres problèmes pour vous faire plaisir pour acheter un chocolat noir. La question que nous nous posons simplement est de savoir que, mais comment est-ce que vous faites de telle sorte que vous ne parlez pas aux problèmes préliminaires, mais vous achetez un chocolat noir par exemple. Donc, l'économiste, là, c'est le scientifique qui est là pour se poser tant de questions, afin de se poser davantage des questions pour ouvrir son esprit et pour ouvrir aussi l'esprit aussi de l'opinion commune, de telle sorte que, mais comment les individus s'organisent pour prendre des décisions pour prendre leurs décisions, comment est-ce qu'ils s'organisent? Donc voilà l'une des questions préliminaires et fondamentales que les différents économistes se posent. Alors, d'autres questions que nous pouvons aussi voir aussi dans la liste est que comment les individus interagissent. Donc l'économiste est aussi là pour étudier les différentes façons dont les individus interagissent entre eux. Si nous posons toujours l'exemple de ce marché, dans cette vidéo, je vais parler beaucoup de la production des biens marchands et des services
Et je vais aussi parler, si on parle de producteur, forcément on parle de consommateur. Donc, s'il y a un producteur, forcément il y a un consommateur. Donc, maintenant, si on prend par exemple l'individu lambda qui est producteur et un autre individu bêta, tout cela font partie vraiment de la plante préliminaire, de la racine organique que l'économiste porte sa définition, son questionnement, sa rationalité sur eux. Maintenant, l'économiste est chargé de savoir comment est-ce que l'individu lambda et l'individu bêta interagissent. Ça, c'est juste au cas très micro que je suis en train de prendre la chose parce que le questionnement est encore plus intéressant lorsqu'on prend peut-être dans le sens de la globalité. Ici, quand je parle dans le sens de la globalité, je parle dans le sens macroéconomique. Et si je peux encore essayer de réfléchir davantage pour d'autres questionnements, on peut aussi se poser la question généralement de savoir comment fonctionne l'économie dans sa globalité, dans son ensemble, dans sa structure en général. Donc, vous voyez, mes chers amis, que parmi tant de questions, j'ai piégé comme ça à la volée ces 3 grandes questions que de temps en temps, dans tous les manuels ou par exemple, ou les grands débats télévisés, même les journalistes ne cesseront jamais de vous présenter ces problèmes auxquels les économistes font face et qui fait l'objet de recherches au jour le jour de ces grands derniers. D'Adam Smith à John Maynard Keynes, de John Maynard Keynes jusqu'aux économistes contemporains avec les David Ricardo, tout cela se sont posés ces différents questionnements. Et c'est ça où nous arrivons aujourd'hui, toujours avec ce même questionnement et que nous continuons toujours la suite de leurs travaux où ils se sont arrêtés pour essayer toujours davantage de savoir où est-ce que nous nous retrouvons pleinement. Alors, vous voyez, c'est ces trois grandes questions-là qui font en sorte que je vais vous énumérer à la volée comme ça les 10 grands principes de l'économie. Donc, ces principes sont des principes que n'importe qui se prétend être futur économiste ou qui est économiste, déjà doit travailler sachant que les principes pour lesquels tout scientifique qui étudie de l'économie doit connaître sont les fondamentaux de sa recherche. Et avec celle-là, ou ces différents principes, on peut bien essayer d'orienter son argumentaire, sa recherche, son commentaire, son argumentation et sa structuration dans la volée. Donc, si je prends bien la chose à son sens primo, on va parler donc principe numéro 1. Les individus font face à l'arbitrage. Voilà le principe numéro 1 de l'économie. Les individus font face à l'arbitrage. Ce principe-ci a un caractère empirique tellement microéconomique. Et si nous regardons bien la chose, nous allons nous rendre compte que, vous voyez ici, l'individu est au centre. L'arbitrage est aussi connecté à l'individu. Par exemple, quand vous êtes dans un marché, vous avez peut-être plusieurs biens. Vous voyez que vous êtes le libre arbitre entre un chocolat blanc et par exemple une paire de chaussures. Donc c'est vous qui décidez le pourquoi est-ce que vous allez acheter peut-être le chocolat blanc et non pas une paire de chaussures, ou peut-être pourquoi vous allez acheter une paire de chaussures et non pas le chocolat blanc. Ça fait donc question de telle sorte que l'économiste va toujours se poser des questions. Mais pourquoi ce citoyen ou cet individu lambda préfère-t-il peut-être une plaquette de chocolat blanc ou noir par rapport à une paire de chaussures? Donc, là, on décide donc la faisabilité de l'arbitrage fait par ce dernier qui est l'individu lambda que l'économiste ne cesse de comprendre. Mais c'est pris ici comme un principe. Donc, ces différents principes, je vais encore essayer dans d'autres vidéos de mieux les détailler, de mieux les disséquer, de telle sorte que
n'importe qui est néo-économiste ou novice puisse mieux comprendre ce que nous appelons ici les individus font face à l'arbitrage, qui est le principe de l'économie numéro 1. Par la suite, nous allons voir peut-être le principe numéro 2. Et dans le principe numéro 2 de l'économie, cette fois-ci, on va nous faire comprendre que le coût d'une chose mesure ce à quoi on renonce pour l'obtenir. Le coût d'une chose mesure ce à quoi on renonce pour l'obtenir. Travaillons toujours dans le cadre microéconomique pour mieux comprendre la faisabilité et pour mieux comprendre la rationalité et l'éthique de cette chose-ci. Si nous voulons comprendre l'éthique de cette chose, allons sous un marché où les producteurs mettent plusieurs biens à notre portée. Ça veut dire quoi? Sur le même marché, on peut trouver du chocolat blanc ou du chocolat noir. On peut trouver une paire de chaussures ou on peut trouver, prenons par exemple le cas d'un bouquin et d'un stylo par exemple. Si on se rend compte, on va se rendre compte que j'ai par exemple 1000 francs. Je sais que 1000 francs pour m'acheter soit un cahier et un bic. Et 1000 francs aussi peut aussi m'acheter quelque part un mambo ou un chocolat noir. Mais je préfère plutôt ne pas acheter un cahier et un bic au profit d'acheter par exemple un chocolat noir, peut-être pour d'autres raisons certainement de croissance neurologique. En ce moment maintenant, on peut comprendre que notre consommateur ici préfère consommer du chocolat noir peut-être pour une conséquence positive qui n'est rien d'autre peut-être qu'une croissance neuronale, cérébrale, psychologique. Au détriment de laisser par exemple un cahier et un stylo qui pourrait peut-être l'aider peut-être à écrire une équation peut-être stochastique. On ne sait pas. Donc, vous voyez un peu, en ce moment, vous voyez donc le fait qu'il avait 1000 francs et qu'il avait aussi besoin du cahier et d'un stylo, il a renoncé au fait de s'acheter un cahier et un stylo pour plutôt acheter un mambo noir ou un chocolat noir au profit peut-être de sa croissance cérébrale psychologique. Donc vous voyez donc le coût de ce mambo qui coûte peut-être 1000 francs fait en sorte qu'il renonce peut-être à l'achat d'un stylo et d'un cahier pour plutôt s'offrir ce dernier qui est une plaquette de chocolat. Donc voilà, je suis juste là pour essayer de vous montrer la chose au sens purement simplissime. Parce que c'est encore une portée dans l'interprétation microéconomique en profondeur, parce que lorsqu'on commence les grandes théories de David Ricardo, de Givon, de Stanley, on se rend compte que vraiment l'interprétation de ce que je suis en train de vous dire est plus important en microéconomie. Et c'est pour ça que ici je ne peux pas faire tout le détail de ces différents principes. Je vais juste vous énoncer en prenant des petits exemples que nous allons voir dans le vulgaire pour que vous essayez un peu de comprendre ce qu'on entend par principe d'économie. Ce deuxième principe peut aussi introduire le troisième principe qui n'est rien d'autre que les individus rationnels raisonnent à la marge. Pour ceux qui ont déjà fait peut-être des études introductives peut-être dans le cours de microéconomie, quand on parle du calcul à la marge, ils savent déjà d'avance de quoi on parle. Et comme ils savent de quoi on parle, on va tout simplement faire que si les individus peut-être rationnels soient le disant, parce que avec l'hypothèse aussi de rationalité limitée énoncée par Edmond Sibert ou Simon Elbert, on va se rendre compte que l'individu rationnel peut-être ne peut qu'être rationnel au sens purement microéconomique. Parce que s'il est rationnel, il n'a pas la capacité, par exemple, de prévenir ce qui peut revenir dans le futur avec une probabilité auquel il affecte vraiment une valeur. Donc, raison pour laquelle Simon Elbert dit que la rationalité de l'individu n'est que limitée. Sinon, les grands patrons dans les entreprises connaîtront vraiment une réussite formidable. Mais, je ne suis pas loin de là, parce que c'est encore un autre sujet là-bas. Donc, mais au sens microéconomique, nous supposons dans nos recherches que
ou dans nos études que les individus sont rationnels. Et s'ils sont rationnels, ils veulent davantage maximiser leurs utilités, surtout dans le cadre de la théorie du consommateur. Vous allez donc voir que s'il raisonne à la marge, il sait donc que la consommation d'un bien additionnel peut être de fournir peut-être une quantité d'utilité X. Ça veut donc dire, en raisonnant à la marge, quelle est donc la consommation additionnelle d'une unité? Quelle est donc l'utilité qu'il retire ou qu'il reçoit lorsqu'il consomme par exemple une unité additionnelle? Vous voyez un peu? Donc, si on regarde dans ce prisme-là, de réflexion-là, on va se rendre compte que si quelqu'un a déjà l'habitude de consommer du mambo noir, ça devient déjà pour lui comme une pilule. Vous voyez qu'au 5e mambo, il en a besoin de consommer le 6e. Et s'il consomme le 6e, il en a besoin de consommer le 7e, ainsi de suite, etc. Et de ce fait-là, maintenant, on se rend compte que la consommation de la dernière unité additionnelle réitère ou alors le procure peut-être une utilité lambda. En ce moment, le consommateur raisonne davantage à la marge. Donc, le calcul à la marge peut se faire du côté consommateur comme peut se faire du côté producteur. Donc, je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, ça porte vraiment essence beaucoup plus dans la théorie microéconomique. Et c'est pour cela que dans les vidéos futures que nous allons faire, on va prendre bien le temps de mieux essayer de disséquer vraiment les différents os ou alors les colonnes vertébrales de ces différents principes que je suis en train de vous énoncer jusqu'à présent. Si on prend le principe par exemple numéro 4, on va se rendre compte que les individus réagissent aux excitations. Principe numéro 4, les individus réagissent aux excitations. Dit que les individus réagissent aux excitations, ça veut dire quoi? Prenons un peu cette fois-ci la théorie qui stipule par exemple l'épargne et l'investissement. Regardez dans une banque, prenez le sens, vous-même, vous qui me suivez, je suppose que peut-être vous avez un compte bancaire et que vous avez créé un compte chez votre banquier. Quand les taux d'épargne ou d'intérêt montent, qu'est-ce que vous faites? Votre salaire que vous récupérez, vous partez juste le positionner peut-être chez votre banquier, peut-être contre un taux qui va vous donner comme taux d'intérêt. Ça veut dire, ça serait comme le prix qui est comme la compassion ou le prix auquel peut-être vous vous séparez de votre capital. Ça, c'est ce qu'on a vu, ça, c'est ce qu'on voit peut-être en maths phi sur le calcul d'intérêt simple. Le fait de déposer l'argent chez votre banquier est qu'il vous donne des taux. Et ce prix qu'il vous donne, c'est une récompense au fait que vous vous êtes séparé de votre argent peut-être pendant une période N. Mais si on se rend compte que les entreprises ou les ménages essaient d'épargner davantage, massivement, et que l'épargne connaisse une croissance exponentielle. Mais en ce moment, on se rend compte que qu'est-ce qui peut motiver? C'est parce que, par exemple, ils sont excités du fait qu'ils savent que les taux d'intérêt ont augmenté. Si les taux d'intérêt augmentent, forcément, l'épargne doit augmenter. Et vous allez voir que si les taux d'intérêt augmentent, l'épargne augmente. Qui dit que l'épargne augmente dit que l'investissement augmente. Donc, ça fait donc que si on baisse les taux d'intérêt, vous allez voir que les gens vont donc épargner moins. Et si les gens épargnent moins, forcément l'investissement aussi doit baisser. Alors, le fait que les entreprises ou alors les ménages sont au courant que les taux d'intérêt ont augmenté ou les taux d'intérêt ont baissé, ils vont réagir donc directement à cette nouvelle-là. Dit qu'ils vont réagir à cette nouvelle, ça c'est dans le cadre vraiment littéral ou d'explication simple de la chose que je suis en train de vous montrer. Mais en économie, nous allons dire que les ménages répondent directement aux excitations. Donc, dit que l'intérêt est galopant, veut dire aussi que l'épargne est galopant. Dit que l'intérêt, par exemple, est en baisse, veut aussi dire que l'épargne est en baisse. Et si l'épargne est en baisse, ça entraîne à chaque moment l'investissement. Là, c'est dans le cadre macroéconomique aussi que nous avons vu ces choses-là. Alors, le quatrième principe que je l'ai donné, ça veut dire que les individus réagissent aux excitations.
En macroéconomie purement, nous allons bien détailler cela. Si nous prenons dans le principe 5, l'échange est profitable pour tous. Principe numéro 5, l'échange est profitable pour tous. Par exemple, nous, on n'en a pas tout. Moi, par exemple, je peux me rendre compte que j'ai peut-être, prenons par exemple du pain. Et que mon voisin de l'autre côté, par exemple, a peut-être de la sardine. Vous voyez, si on prend seulement le fait, et cet échange-là, si je rentre bien dans l'histoire, on va se rendre compte que les premiers habitants commerçaient ou peut-être vivaient grâce au troc. Le troc est l'échange d'un bien contre un autre. Vous voyez donc que le fait que j'ai du pain, mais je vais manger du pain avec quoi? Il me faut charger du pain. Mais à côté, mon voisin a de la sardine. Lui aussi va manger de la sardine avec quoi? Il faut qu'il ait du pain. Donc vous voyez donc que si je lui donne un peu du pain et que lui me donne un peu de la sardine, en ce moment on est en train de s'échanger quelque part, par exemple, du pain contre de la sardine. Ça fait en sorte que lui, il possède peut-être un morceau de pain ou une briquette de pain et peut-être sa sardine. Et que moi aussi j'ai aussi peut-être un morceau de pain peut-être et une sardine. En ce moment, l'échange que nous avons fait entre les deux individus est profitable pour l'un que pour l'autre, donc pour nous deux. Donc, je suis juste en train de prendre la chose dans le cadre simplissime pour que cet internaute puisse davantage mieux comprendre ce qu'on entend. L'échange est profitable pour tous comme principe numéro 5 de l'économie en général. Si nous prenons maintenant le principe numéro 6 qui stipule que les économies de marché sont habituellement un mode d'organisation de l'activité économique. Les économies de marché sont habituellement un mode d'organisation de l'activité économique. Vous voyez, si vous regardez les grands pays développés, à l'instar du Canada, des États-Unis, de la Chine, leur force, c'est la force à commercer. C'est le marché qui fait les forces. Si on produit davantage de biens et qu'on ne les vend pas, à quoi servirait-on de produire tant de ces biens et ne pas les vendre? Alors le marché est dans cet endroit où il y a échange de produits, où il y a rencontre entre un vendeur et un acheteur, où les deux par exemple vont s'échanger peut-être du produit contre de la monnaie. Ça fait donc en sorte que un pays qui connaît vraiment une croissance galopante dans le secteur commercial connaît aussi une forte économie. C'est ça. Il faut comprendre donc cela. Ça veut donc dire que si nous comprenons davantage mieux les équations ou les enjeux entre vendre et acheter et que nous essayons un peu de prolonger la chose de façon plus intéressante, on connaîtra par exemple un développement économique dans tous les secteurs plus tard. Et c'est dans ce que la Grande Chine a compris et qu'elle est en train de se mettre et qu'elle est même déjà l'une des premières grandes puissances mondiales en termes économiques parce qu'elle a une force commerciale énorme. Et c'est donc ça qu'il faut essayer de bien comprendre, de bien maîtriser et de bien saisir l'enjeu de ce que nous sommes en train de faire. Par la suite, si nous comprenons aussi, après le principe numéro 6, on peut avoir comme principe numéro 7, l'État peut parfois améliorer les situations du marché. Si nous rentrons dans l'histoire avec John Maynard Keynes, avec en effet les néoclassiques et les classiques, eux qui stipulent que l'équilibre peut s'auto-réguler seul. Mais alors, sur un temps d'une période bien intéressante, on s'est rendu compte que le marché a connu des déséquilibres. Et si le marché a connu des déséquilibres, c'est donc là où le célèbre économiste John Maynard Keynes, c'est un économiste que j'aime beaucoup. Parce que vraiment, quand vous lisez Keynes, vous avez vraiment l'instruction de comprendre que vous faites en quelque sorte vraiment de l'économie. Parce que ce monsieur, vraiment, si on le donne beaucoup d'éloges, c'est parce qu'il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Il a dit des choses. Il était d'abord certainement incompris. Mais plus tard, les gens se sont rendus compte que ce livre qu'il a écrit est un livre d'or. Et tout est dans ce livre-là. Tout est dans ce livre. Il faut lire beaucoup John Maynard Keynes. C'est lui qui dit donc que face à la crise de 1929,
la grande crise, l'État doit intervenir dans le marché lorsque le marché connaît des déséquilibres. L'État est l'administrateur régalien public qui peut essayer de maintenir l'équilibre sur le marché. Si on laisse seulement le marché aux simples mains, par exemple, des entreprises, on se rend compte qu'il y aura un parfait désordre total. Il y aura, je ne sais pas si ce que je vais dire, une chute terrible. Et un marché qui n'est pas organisé n'est pas un marché qui peut connaître une forte croissance. Donc, raison pour laquelle l'État doit parfois intervenir dans l'économie, surtout dans le secteur du marché, pour essayer de mieux le réguler. Et nous allons voir peut-être cela bien dans la politique économique où l'État interagit. Parce que c'est un module de cours où on étudie bien cela. Hein. C'est un module de cours, c'est tout un cours que je suis en train de résumer en quelques principes comme ça. Parce que chaque principe que je vous donne là, ça fait l'éloge vraiment des modules de cours qui vont prendre peut-être des séances de 30 heures affilées. Voilà. Si nous finissons avec le principe numéro 7, on peut se rendre compte que au principe numéro 8, on nous fait comprendre que le niveau de vie d'une économie dépend de sa capacité à produire des biens et services. Mais ce principe numéro 8 n'est rien d'autre que le principe numéro 6 que j'ai d'abord cité si haut, où je vous fais comprendre que la grande Chine, plus elle produit des biens et services, plus elle vend à plusieurs continents et plus forcément elle connaîtra une forte économie. Et son économie connaîtra une forte croissance. Maintenant, regardez simplement. À l'acte que j'ai fait cette vidéo, le monde entier souffre du coronavirus, ou son virus c'est le Covid-19. Vous voyez donc que toutes les grandes entreprises à l'Occident, aux États-Unis, qui produisaient par exemple en Chine, ont fait, la douane ou les aéroports sont fermés. Vous voyez donc qu'il n'y a plus, et même les entreprises qui produisent ces biens et services de l'autre côté de la Chine ne produisent plus parce que toutes les entreprises sont fermées. Vous voyez donc à quelle capacité ou alors quel impact le fait de fermer les entreprises qui produisent des biens et services du monde entier qui se produisent en Chine peut causer par exemple un désastre pour l'économie. Est-ce que vous voyez cela? Donc prenez cet exemple pour savoir donc que un pays qui produit à lui seul presque plus de les 60% des biens et services mondiaux et qui est frappé par une maladie comme celle-là, qui est l'épicentre même du virus, du coronavirus que nous vivons, et qui a fermé. Imaginez un peu l'économie. Regardez un peu. Allez un peu, ouvrez un peu les chaînes de télévision, vous jugez un peu l'économie mondiale actuelle. Ou en particulier l'économie de ce pays-là même. Combien est-ce qu'ils ont perdu depuis peut-être un mois que nous suivons depuis dans les chaînes de télévision et que nous voyons des cadavres et des morts devant nous? Donc, c'est toujours ce que je suis en train de vouloir expliquer aux uns et aux autres, de mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Parce que quand vous comprenez vraiment cela, vous pensez comme un économiste. Et quand vous pensez comme un économiste, il y a vraiment des questions sur lesquelles vous prenez trop du recul avant de répondre. Maintenant, comme principe numéro 9, on peut se rendre compte que les prix augmentent lorsque la banque centrale imprime trop de billets ou trop de monnaie. Quand on parle de monnaie, c'est l'ensemble des pièces et des billets. Donc, les prix augmentent lorsque la banque centrale imprime trop de monnaie. Donc, s'il y a trop de monnaie, vous voyez donc que forcément les prix doivent augmenter. Ce qui peut-être coûtait par exemple hier 1000 francs doit coûter par exemple 1500. Parce qu'il y a trop d'argent et forcément il faudrait que les prix augmentent. Ce n'est qu'une théorie très simple à comprendre. Mais on va toujours essayer de développer cela. Ne vous dérangez pas. Alors, comme dernier principe, à court terme, la société peut-être est contractée peut-être à un arbitrage entre inflation et chômage. C'est vrai. Quelle est la corrélation qui existe entre l'inflation et le chômage? Si on a beaucoup d'inflation, forcément, on a peu de chômage. Si on a un grand chômage, forcément, on a légèrement l'inflation. En fait, l'inflation connaît une baisse. Donc, vous voyez donc que
on peut dire que l'inflation et le chômage sont presque corrélés. Et la courbe de Phillips le démontre très bien. Et c'est une courbe décroissante. Si l'inflation augmente, forcément vous allez vous rendre compte que le chômage doit baisser. Mais si, par exemple, le chômage est très peu, forcément, l'inflation augmente. Il faut bien comprendre ça. Je vais essayer davantage de mieux vous expliquer ces différents principes-là. Parce qu'on n'est pas là juste pour essayer de les énoncer comme ça. Ces principes que je vous énonce résument des modules de cours. Et c'est donc ça que n'importe qui prétend faire des études d'économie ou qui prétend devenir expert doit d'abord comprendre ces 10 principes-là. Maintenant, ces 10 principes-là vont faire l'objet vraiment de 10 modules de cours. Et dans chaque principe, on va prendre le temps de faire le cours dessus pour pouvoir essayer de vous expliquer. Mais dans ce principe, je ne reviendrai pas là sitôt. Donc, peut-être chaque semaine, je prendrai peut-être un principe ou je ferai peut-être un cours très minime là-dessus pour essayer de vous expliquer amplement la chose en question. Parce que je me rends compte que les gens s'intéressent davantage mieux aux questions économiques. Et c'est ça. On ne peut pas faire gouverner un pays si on ne comprend pas d'abord l'économie de ce pays. On ne peut pas participer aux affaires peut-être de la cité si on ne comprend pas d'abord les problèmes économiques de la cité. Donc, faites toujours les efforts de poser toujours vos questions et nous sommes là davantage pour mieux vous répondre. Donc, je suis comme ça en train de préparer un séminaire d'ici demain et je pense qu'après ce séminaire, je vais continuer toujours à répondre à vos questions et d'autres séminaires que je vais préparer, ça serait des séminaires où je vais davantage faire des annonces sur la chaîne YouTube et à travers par exemple mon site, mon adresse email que je vais vous donner et mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter parce qu'on est là vraiment pour lancer ces séminaires, pour davantage essayer de discuter et de montrer davantage aux politiques comment est-ce qu'on peut essayer de combiner vraiment les politiques économiques pour pouvoir essayer de rehausser l'économie nationale d'un État. Donc, likez davantage nos vidéos et publiez cette chaîne partout où vous ressentez le plaisir pour que nous puissions davantage vous dire infiniment merci au moins pour ces reconnaissances. Donc, en attendant, je vous demande d'abord de vous abonner à la chaîne et de faire juste votre commentaire. Parce que c'est ça qui est l'idée de notre chaîne, comme je vous ai dit depuis longtemps. Donc, sur ce, je vous remercie.